Les chiffres ne mentent pas. Pendant une décennie, plus de 2400 attaques armées frappaient dans le Sahel chaque année, fragmentant routes, marchés et frontières. 6 mois après Tindiban, les incidents chutent de 68%, sans conseillers étrangers, preuve qu'une doctrine locale peut remplacer l'abondance par la rigueur. Comment cette bascule s'est-elle produite et pourquoi vous concerne-t-elle alors qu'Ibrahim Traoré, à la tête de l'Alliance sahélienne, privilégie méthode, mobilité et unité? Dans le désert redevenu vivant, chaque silence ressemble à un ordre. Chaque étincelle annonce un continent qui cesse d'attendre. Ce qui s'est joué à Tindiban dépasse une victoire tactique. C'est la naissance d'un principe. Pendant des décennies, le Sahel a vécu sous assistance, dépendant d'aides extérieures et de missions temporaires qui reproduisaient que la fragilité qu'elles prétendaient corriger. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso et ses alliés ont inversé cette logique. Penser local, agir ensemble, mesurer plutôt que promettre. L'enjeu n'est plus seulement la sécurité, mais la souveraineté mesurable, celle qui se prouve par les faits. Quand les transmissions passent de 12 minutes à 90 secondes, ce n'est pas la vitesse qui importe. C'est la preuve qu'une coordination née du manque peut surpasser l'abondance. La promesse est claire. Si le Sahel peut se défendre, il peut aussi construire, enseigner et commercer selon ses propres priorités. Cette méthode exige discipline, humilité et rigueur, mais elle transforme chaque contrainte en ressource. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est donc pas celle d'un chef de guerre, c'est celle d'un architecte qui réécrit les conditions mêmes de la dépendance. La révélation n'est venue ni d'un discours ni d'une explosion, mais d'un message radio intercepté. Un convoi repéré dans le nord du Burkina Faso. Un détail insignifiant en apparence. Mais ce signal anodin fut le point d'inflexion d'un demi-siècle d'impuissance. Pendant 50 ans, le Sahel a été une ligne aride sur les cartes des chancelleries, chiffres d'aide, colonnes de soldats, statistiques de famine. Ibrahim Traoré, alors à Ouagadougou, y a lu non une menace, mais une opportunité. Ce jour-là, il réunit ingénieurs civils, techniciens et militaires dans un même circuit d'action. Transformer la dispersion en réseau. Les technologies dites artisanales, longtemps jugées obsolètes, furent réassemblées pour bâtir une architecture de communication entièrement africaine. En moins de 48 heures, 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, synchronisèrent leurs systèmes sans un seul conseiller étranger. Là où l'on attendait l'aide, il y eut autonomie. Là où l'on craignait la fragmentation, il y eut méthode. Les premières images satellites confirmèrent le basculement. Pour la première fois, le continent ne réagissait plus à une crise. Il la précédait. Le désert, jadis symbole d'attente, devient champ d'expérimentation. Cette réorganisation n'a rien d'un miracle. C'est le produit d'une discipline collective, ancrée dans une idée simple. Si nous pouvons verser notre sang ensemble, nous pouvons aussi penser ensemble. Cette phrase d'Ibrahim Traoré, prononcée à voix basse, a circulé plus loin que n'importe quel missile. Elle contenait une souveraineté partagée, sans arrogance ni isolement, et un message implicite. La défense peut naître sans permission. Depuis, le monde observe le Burkina Faso non comme un patient, mais comme un précédent, un laboratoire où la dignité s'écrit en équation. Le Sahel, redevenu moteur, commence à parler sa propre langue stratégique. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un conquérant, mais comme un ingénieur du réel. Son autorité ne se fonde pas sur les slogans, mais sur la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il déclenche. Autour de lui, les jeunes officiers ne parlent pas de gloire, mais de méthode. Ils testent, corrigent, documentent, cherchant à réduire l'écart entre intuition et résultat. Dans les hangars de Ouagadougou, les ingénieurs du Burkina Faso conçoivent à la hâte une grille numérique reliant les 3 pays par des flux stables et codés.
Les drones produisent localement, simples, robustes et calibrés pour la poussière, deviennent les yeux d'un système né du terrain. Les soldats se déplacent la nuit, non pour fuir, mais pour observer et ajuster. Chaque trajectoire, chaque moteur, chaque transmission alimente un langage commun. Et peu à peu, le brouillard de guerre se dissipe. Les convois ennemis jadis invisibles deviennent traçables. Les embuscades perdent leur avantage. Le champ de bataille cesse d'être un chaos. Il devient une équation lisible. Pour les villages frontaliers, l'effet est immédiat. Pour la première fois, la défense se décide à l'intérieur, non à l'étranger. Le sentiment de dépendance cède la place à celui d'appartenance. Ce que déclenche Ibrahim Traoré n'est pas une opération. C'est une mutation de posture, une certitude lente et contagieuse. Le désert du Sahel n'est plus un vide, il est un atelier. Et chaque silence qui y règne semble contenir la preuve qu'une méthode peut valoir plus qu'un miracle. La nuit du 6 octobre 2025, le désert s'immobilise. Aucune caméra, aucun discours, seulement la tension d'une décision imminente. Dans les tentes de commandement, les écrans s'allument un à un. Des points lumineux clignotent entre Bamako, Niamey et Ouagadougou. Les drones africains dérivent lentement dans le ciel. Elles comme des faucons silencieux. Au sol, les unités avancent sans panique. Chaque pas correspond à un calcul. Ibrahim Traoré observe les rapports, vitesse, angle, position. Il ne crie pas, il note. Puis 3 mots tombent. Mobilité d'abord, toujours. Les batteries SS s'élèvent donc dans le nord du Burkina Faso. Le premier tir fend le ciel. L'onde de choc traverse les dunes. Les radars enregistrent un silence brutal, puis des signaux brouillés. Les bases adverses s'éteignent l'une après l'autre. Le brouillard de guerre, pour la première fois, favorise les Africains. À Bamako, les opérateurs suivent sur la progression en direct. Sur les écrans, des images granuleuses, montres-tentes effondrées, motos figées, camions abandonnés. Chaque impact déclenche une murmurante lecture de coordonnées. Les lignes s'ajustent, les flux se synchronisent. L'Alliance du Sahel ne cherche pas la gloire, elle veut la stabilité du résultat. Les transmissions étrangères interceptées témoignent de la panique. Ils ne suivent aucun schéma connu. En réalité, le schéma est clair. Frapper vite, isoler les flux, couper les lignes logistiques, disparaître avant la riposte. La doctrine Traoré repose sur 3 piliers: intelligence, mobilité, unité, appliquée comme un algorithme. Au matin, la forteresse de Tindiban ne tombe pas. Elle se dissout. Les unités adverses, incapables de se repositionner, se dispersent dans la confusion. Les pertes de l'Alliance sont minimes. Moins de 20 hommes, soit moins de 0,7% des effectifs engagés. Aucun miracle, seulement la conséquence d'une préparation. Chaque décision avait été simulée, corrigée, testée sur maquette numérique. Vers midi, le bruit cesse. Le désert respire à nouveau. Les soldats posent leurs armes, étonnés du calme. L'un murmure « C'est fini ». Personne ne répond. La victoire n'a pas besoin d'être proclamée. Elle s'impose par compréhension. Dans les heures qui suivent, le QG compile les premiers chiffres. 70% d'incidents en moins en 6 mois. Temps de réaction réduit de 12 minutes à 90 secondes. Perte divisée par 6 par rapport aux opérations étrangères. Les analystes occidentaux hésitent entre admiration et incrédulité. Mais pour le Burkina Faso, la bataille de Tindiban n'a pas créé un mythe. Elle a validé une méthode. Le désert, jadis cicatrice, devient laboratoire. Et Ibrahim Traoré, silencieux au centre du dispositif, incarne cette transition, celle d'un continent qui ne répond plus à l'histoire, mais la préécrit. Le changement se lit d'abord dans les chiffres. D'une moyenne de 2400 incidents armés par an, le Sahel était passé à moins de 800 après Tindiban, une réduction de 68%, selon les relevés conjoints du Burkina Faso,
du Mali et du Niger. Ce basculement n'est pas le fruit du hasard. Il traduit une organisation, un protocole et une discipline méthodique. Le temps moyen de transmission d'une alerte est passé de 12 minutes à moins de 90 secondes, une variation qui transforme la réaction en anticipation. Dans les centres de coordination, la vitesse n'est pas une fin mais une preuve. La maîtrise collective remplace la dépendance technique. Chaque donnée reçue, vérifiée, archivée, devient un outil d'autonomie. Les chiffres humains confirment la mutation. Lors de la bataille de Tindiban, l'Alliance du Sahel n'a perdu que moins de 20 hommes, soit 0,7% des effectifs engagés, un ratio 6 fois inférieur à celui observé dans les coalitions étrangères. Ce résultat ne relève ni du miracle ni de la chance, mais d'une optimisation du champ de bataille. Ibrahim Traoré l'expliquera plus tard. Nous avons remplacé la puissance brute par la précision. Les simulations, les exercices et la coordination serrée ont supprimé les marges d'erreur. La rigueur est devenue doctrine. Les effets secondaires de cette rigueur dépassent le militaire. En 4 mois, 35% des routes commerciales régionales ont été réactivées. Les échanges transfrontaliers ont augmenté de 2%, rouvrant les marchés périphériques. La paix statistique se traduit par un redémarrage logistique. Des convois reprennent les anciennes pistes. Des producteurs retrouvent leur circuit. Cette économie régénérée montre que la souveraineté peut se mesurer, non se proclamer. Les observateurs locaux parlent d'un langage des chiffres. Chaque pourcentage n'est pas une abstraction, mais une preuve d'ordre retrouvé. Dans les rapports, on lit la cohérence entre données et vécu. Moins d'embuscades, plus de routes sûres, plus de communication. Le calcul devient politique. Il fait du Sahel un territoire capable de compter sur lui-même. Pour les partenaires extérieurs, ces résultats créent un dilemme. Soutenir sans diriger, observer sans interférer. Pour les acteurs du terrain, c'est la confirmation qu'une doctrine née du manque peut devenir un modèle d'efficacité. Le Sahel a cessé de chercher la permission pour agir. Il demande désormais des preuves pour collaborer. Et au centre de cette équation se tient Ibrahim Traoré, non comme un symbole figé, mais comme le vérificateur silencieux d'une méthode devenue mesurable. Depuis Tindiban, 2 visions s'affrontent. La première, dominante dans certaines capitales occidentales, parle d'un « accident heureux ». Selon elle, la victoire du Sahel ne serait qu'un hasard, un adversaire affaibli, une conjoncture favorable, un épisode impossible à reproduire. Les partisans de cette thèse rappellent les limites budgétaires, le matériel modeste et la dépendance historique aux chaînes d'approvisionnement étrangères. Ils affirment qu'aucune gouvernance commune ne peut survivre sans tutelle extérieure. La seconde lecture, née sur le terrain, renverse entièrement cette logique. Elle soutient que c'est la contrainte qui a produit l'efficacité, que l'absence de tuteur a obligé la créativité, et que le manque de moyens a imposé la précision. Les ingénieurs burkinabés, maliens et nigériens citent des exemples. Un drone fabriqué à Ouagadougou pour 12% du coût d'un modèle importé, ou un logiciel tactique écrit en 10 jours par des étudiants. Chaque innovation découle d'un besoin réel, non d'un cahier des charges étrangers. Ibrahim Traoré résume cette philosophie en une phrase devenue maxime. Nous avons remplacé l'abondance par la rigueur. Cette rigueur n'est pas austérité, c'est une stratégie. En 3 mois, les États membres ont mutualisé 72% de leurs ressources logistiques, divisant les délais d'intervention par 2. Là où une mission conjointe étrangère exigeait 10 jours de planification, le réseau sahélien en a suffi de 3. Les sceptiques objectent. La stabilité politique, les sanctions et l'isolement diplomatique menacent ce modèle. Mais les chiffres et l'adhésion populaire leur répondent. 78% des habitants soutiennent désormais l'Alliance du Sahel. Preuve qu'une souveraineté praticable peut l'emporter sur la dépendance confortable. Ibrahim Traoré, lui, ne polémique pas. Il vérifie, ajuste et avance.
Sa doctrine n'est pas contre quelqu'un, elle est pour quelque chose, la maîtrise du possible, un calme plus fort qu'une explosion. Au milieu du récit, le tournant n'est pas une victoire éclatante, mais un silence méthodique. Dans les centres de commandement du Burkina Faso, du Mali et du Niger, les opérateurs ne regardent plus vers Paris ni Washington. Ils observent leurs propres écrans, lisent leurs propres flux, corrigent leurs propres cartes. Les drones conçus à Ouagadougou renvoient des images vers Bamako. Les analystes nigériens affinent les coordonnées burkinabais. Ce maillage de données devient un tissu politique autant que militaire. Pour la première fois, le rythme de la décision vient de l'intérieur. Ibrahim Traoré n'y voit pas une rupture, mais une respiration retrouvée. Il parle peu, mais ses silences portent le poids d'une doctrine. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Autour de lui, les officiers ne célèbrent pas. Ils codifient, archivent, bâtissent. Le midpoint de l'histoire du Sahel n'est donc pas un cri de guerre, mais un souffle collectif. C'est ce moment exact où un continent cesse d'attendre qu'on le guide et commence à écrire, ligne après ligne, sa propre trajectoire. Les retombées de Tindiban se propagent comme des ondes dans un désert longtemps silencieux. Elles dessinent 4 champs d'impact majeurs: l'État, l'économie, la société et la région. Voici maintenant l'État où le récit se poursuit naturellement. Au Burkina Faso, la réforme administrative s'accélère. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la compétence prime désormais sur le protocole. Les officiers de terrain issus de régions marginalisées sont intégrés à la planification stratégique. Les rapports internes indiquent une réduction de 35% des délais de décision entre ministères et unités locales. Des cellules de veille réunissant enseignants, ingénieurs et soldats analysent chaque alerte. Cette horizontalité brise la culture de l'attente hiérarchique. L'État devient réseau, non pyramide. Voici maintenant l'économie, où le récit se poursuit naturellement. La stabilité retrouvée permet la réouverture de plus de 200 routes commerciales reliant les marchés du Niger et du Mali. En 4 mois, le volume des échanges hebdomadaires augmente de 22%, stimulé par la reprise agricole. Les taxes perçues localement sont réinvesties dans les infrastructures et les écoles techniques. Le modèle Traoré crée une croissance endogène. Produire, circuler, transmettre. Les coopératives féminines financent les puits et les marchés. Les jeunes reprennent les ateliers de réparation. La guerre redevient souvenir, non horizon. Voici maintenant la société, où le récit se poursuit naturellement. Les enseignants citent désormais Ibrahim Traoré non comme chef, mais comme exemple d'autonomie raisonnée. Une enquête nationale révèle que 80% des jeunes souhaitent rester pour construire plutôt que partir. Les mères reprennent le commerce du mil et du coton, symbole d'un retour à la normalité. Le mot unité devient à la fois deuil et renaissance. Dans les villages, on parle de défense quotidienne, travailler, enseigner, partager. Voici maintenant la région et le monde, où le récit se poursuit naturellement. À Paris et à Washington, les chancelleries s'interrogent. Comment une alliance sous sanction, sans conseillers étrangers, a-t-elle pu coordonner pareille victoire? Les rapports confidentiels convergent. Discipline, méthode, confiance locale. À Bamako, les drapeaux du Sahel flottent aux côtés des bannières nationales. Les rues ne réclament plus de secours. Elles proclament « L'Afrique se bat pour l'Afrique ». Ainsi, ce qui fut bataille devient langage. Un lexique de souveraineté s'était partagé, prononcé par ceux qu'on disait condamnés à attendre. Pour Ibrahim Traoré, ces effets ne sont pas un aboutissement, mais un commencement. La preuve qu'une doctrine claire peut remodeler un continent, variable après variable, jusqu'à faire de la méthode un patrimoine commun. La Prétendiba n'est pas une ligne droite, mais une équation ouverte. 3 trajectoires se dessinent, chacune portant la trace du même paradoxe.
Plus le Sahel gagne en autonomie, plus il attire les pressions extérieures. Dans ce contexte, considérons scénario de base. L'Alliance du Sahel consolide ses institutions. Les 3 États maintiennent un rythme de coordination régulier, fondé sur les réunions trimestrielles du Conseil mixte de sécurité et de coopération. Les infrastructures numériques s'étendent. Les écoles militaires régionales forment la première génération d'officiers issus du cadre AES. Le taux d'incidents reste sous contrôle, autour de 800 par an, et l'économie rurale redémarre lentement, soutenue par la production locale de drones et de capteurs. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré équilibre autonomie et coopération, maintenant un dialogue pragmatique avec les partenaires africains et asiatiques. Dans ce contexte, considérons scénario optimiste. Si les réformes civiles suivent la discipline militaire, le modèle sahélien devient un précédent continental. Les universités du CER à Lagos adoptent les manuels de stratégie AES. Les marchés frontaliers deviennent tous zones de projet plutôt que de tension. La doctrine du lion, intelligence, mobilité, unité, inspire une fédération africaine des technologies de défense. Ce scénario suppose une vigilance constante, que le succès ne se transforme pas en mythe, que la méthode reste vivante. Dans ce contexte, considérons scénario pessimiste. Si la fatigue politique s'installe, si les sanctions s'intensifient, le cycle de dépendance pourrait reprendre. Les alliances étrangères tenteraient de regagner influence par des accords d'aide conditionnels. La fracture logistique se rouvrirait, ramenant le Sahel dans la spirale du besoin. Mais la clé réside dans la posture collective. Choisir la rigueur plutôt que la vitesse, l'inclusion plutôt que la compétition. Car la véritable épreuve n'est pas de gagner la guerre, mais de maintenir la paix qu'elle rend possible. C'est la leçon qu'Ibrahim Traoré répète sans emphase. Le travail quotidien est la première défense d'un peuple. Après la bataille, les chiffres s'effacent et les visages demeurent. Dans les maisons d'argile rouge, les radios diffusent de nouveaux bulletins. On y parle d'éducation, non de guerre. Les maires échangent des recettes plutôt que des rumeurs. Le silence, autrefois signe de peur, devient le son d'une normalité retrouvée. Pour les travailleurs, le changement est concret. Les routes rouvertes permettent le transport du miel, du bétail, du coton et du sel. Les artisans, longtemps contraints à l'exil, réparent moteurs et pompes. Les coopératives féminines transforment les pertes en projets. Elles portent les noms des soldats disparus, rappelant que chaque deuil peut devenir chantier. Le mot unité se décline désormais au quotidien. Un marché partagé, un champ réhabilité, un outil réparé. Ibrahim Traoré l'a dit sans détour. La défense d'un peuple commence par la main qui construit. Cette phrase, reprise dans les écoles techniques, inspire une pédagogie nouvelle. Les professeurs invitent les élèves à penser la souveraineté comme une compétence, non comme un rêve lointain. Dans chaque geste, apprendre, produire, transmettre, se joue la continuité de Tindiban. Et pour ceux qui regardent cette histoire de loin, 2 leçons demeurent. D'abord, qu'aucune victoire ne dure si elle n'est pas transformée en méthode. Ensuite, qu'aucun progrès n'existe sans partage. Chacun, où qu'il soit, peut prolonger cette dynamique, en enseignant une technique, en soutenant une initiative locale, en racontant ce qui fonctionne. Car la souveraineté ne se regarde pas, elle se pratique. Ibrahim Traoré ne parle pas de victoire, mais de continuité. Lors d'un conseil à Ouagadougou, il résume sa doctrine en une phrase devenue repère. Les mains qui construisent sont celles qui défendent vraiment. De cette logique est née une feuille de route en 5 étapes, où chaque action mesure sa propre efficacité. Première étape commence ainsi. Institutionnaliser l'unité. Les 3 pays de l'Alliance du Sahel ont signé la charte de sécurité et de coopération. Chaque trimestre, un conseil mixte évalue la coordination militaire, logistique et humanitaire. Indicateur. Un taux de réponse moyen inférieur à 5 minutes sur toute alerte régionale. Deuxième
Deuxième étape commence ainsi. Industrialiser la souveraineté. Des ingénieurs burkinabés conçoivent les premiers drones civils pour la surveillance agricole. Objectif: atteindre 60% d'équipements produits localement d'ici 2 ans. Troisième étape commence ainsi. Formés par la pratique. Les jeunes officiers nigériens encadrent des ateliers d'analyse de données en partenariat avec les universités africaines. Performance mesurée. Réduction du temps de réaction interunité de 15 à 8 minutes. Quatrième étape commence ainsi. Ancrer la transparence. Un portail public publie statistiques, dépenses et progrès. Cible: un taux d'adhésion populaire supérieur à 80%. Cinquième étape commence ainsi. Enseigner la doctrine. Les principes intelligence, mobilité, unité entrent dans les programmes civils. La souveraineté devient compétence partagée, non privilège d'élite. Ainsi, la méthode Traoré se transforme en architecture durable, une gouvernance qui se construit au même rythme qu'elle se défend. À l'aube, le désert de Tindiban garde encore l'écho des moteurs de drones. Là où la poussière recouvrait tout, on distingue désormais des traces ordonnées, celles d'un peuple qui a choisi la méthode plutôt que le miracle. Dans le silence du matin, Ibrahim Traoré revient sur le terrain, sans escorte ni discours. Il observe, vérifie, comme pour s'assurer que le bruit de la victoire n'a pas étouffé le souffle de la raison. Sur les murs de Ouagadougou, les enfants peignent. Un même motif, un lion dressé sous un soleil pâle. Sous l'image, une phrase simple. Le lion s'est souvenu. Ce souvenir n'est pas nostalgie, mais vigilance. Il rappelle que la force du Sahel n'a jamais disparu. Elle dormait, attendant un langage pour se réveiller. Chaque main qui répare, chaque regard tourné vers le sol qu'on cultive, prolonge ce souvenir en acte. Dans cette respiration nouvelle, la figure d'Ibrahim Traoré dépasse celle du chef. Elle devient un miroir collectif, la preuve que la rigueur peut engendrer la fierté et que la construction lente peut valoir plus que le tonnerre. Où que vous soyez ce soir, écoutez, le vent du Sahel transporte autre chose qu'un écho de guerre. Ce n'est pas un cri de triomphe, mais une invitation, celle d'un continent qui apprend à marcher sans guide. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'appartient pas qu'au Burkina Faso. Elle appartient à tous ceux qui croient qu'une voix calme peut déplacer des montagnes. Les tambours des villages battent désormais au rythme d'un même mot, renouveau. Chaque main qui répare un puits, qui enseigne, qui programme un drone, prolonge le sillage de Tindiban. L'éveil africain ne se regarde pas, il se rejoint. Partager cette histoire, c'est déjà y participer. Racontez-la à un ami, à vos enfants, à votre communauté. Le courage ne se mesure pas en bruit, mais en constance.